Quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour ce Orlando Magic 2024? Mais écoute, je vais te surprendre. Je vais parler de Banchero d'abord. On parlera de Franz Wagner après. Le chiffre qui ressort le plus souvent, c'est 1,08. Ouais. Son efficacité générale, non? Ouais, de Paolo Banchero avec quasiment 31% d'usage, percentage. C'est évidemment, c'est faible. C'est faible pour le joueur phare de l'équipe. Après, bon, c'est un joueur qui est jeune, 21 ans, deuxième année, dans la ligue. C'est vrai que sa qualité de tir, elle peut poser problème. Enfin, la qualité des tirs qu'il prend et la qualité de son tir de manière générale. Parce qu'au niveau des lancers francs, voilà, il fait pire que sa première saison. Hein. Alors, je sais pas si toi, t'as les stats sous les yeux. Je crois que l'an dernier, il était un truc absolument phénoménal de genre 20% de shooting foul percentage, qui est l'élite, hein, 20% de fautes provoquées pendant des tirs. Je crois que ça a dû baisser genre à 15%, mais quand encore un score d'élite. 16,5 sur ça, je crois. Voilà. Ouais. Mais donc ça compense quand même bien l'adresse, le fait qu'il ait des lancers francs, qu'il soit une machine à lancer franc, quoi. Après, sur ça, tu vois, ce que je trouve aussi, ce qui fait ressortir un truc, sur ça, c'est qu'il a mis seulement 18,7% de N1, tu vois, sur ces fautes-là. Et pour moi, ça traduit aussi un joueur qui, au niveau de la finition, est vraiment pas bon. Tu vois, aujourd'hui, pour une superstar, ce qu'il va devenir, ce qu'il est en train de devenir, c'est très très faible. Je trouve. Je pense que tu en avais parlé aussi de justement son manque de toucher. Son manque de toucher, ça, pour moi, sur les tirs près du cercle, pour moi, c'est criant. C'est criant. Vraiment, il a pas beaucoup de toucher. Il joue vraiment sur son physique. C'est principalement comme ça, en fait, qu'il veut finir ses actions. Et je trouve qu'il gagnerait justement à essayer d'être plus dans la malice, par exemple, d'un Franz Wagner qui, lui, n'a pas les mêmes qualités athlétiques, mais par contre, il maîtrise complètement tout ce qui est Eurostep, tu vois, le changement de rythme sur l'attaque du panier. Et Paolo Banchero, c'est quand même assez brut quand il attaque le panier, et c'est vrai que tous ces pourcentages au tir sont mauvais. À mi-distance, c'est 43%. C'est bien ça. Sur les longs tireurs de points, c'est assez bien, mais on va dire que il faudrait si le Magic, avec le manque de spacing qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas suffisant en fait pour avoir une attaque qui peut prendre le pas, en tout cas énormément s'améliorer. Et je pense que il devrait se rapprocher des 50%. Alors, c'est très compliqué, mais c'est surtout sur les mi-distances courts qu'il est en difficulté. Et ça, c'est aussi, tu vois, c'est les zones de flotteur, tout ça. Et là, il n'a pas une bonne efficacité sur ce tir. Et c'est un gars qui joue énormément quand même d'isolation. 14,9% de ses attaques en isolation pour une réussite de 0,89 points par possession, enfin point par tir sur ce type d'action. 0,89 moi j'ai ça comme stat. Non, parce que j'avais pas noté, mais du coup je suis étonné. Ah ouais, c'est très bas. 0,89, ouais. Sur post-up, c'est du 0,91 alors qu'il joue 10% de post-up. Tu vois, c'est un mec qui manque de skills, je trouve. Mais malgré tout ça, il y a quand même un truc qui moi, me fait halluciner sur Paolo Banchero, c'est sa maturité, en tout cas sa confiance. On sent que c'est un mec qui a complètement assumé le fait qu'il va porter la franchise sur ses épaules. Et tu vois, ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Et là où j'ai perçu que Paolo Banchero, c'était peut-être ce gars pour le Magic, c'est l'an passé, tu sais, quand il fait la Coupe du Monde, qu'il joue contre l'Italie, alors qu'il est détesté, parce que du coup, il aurait pu jouer que pour l'Italie. Il avait même fait des déclarations en ce sens-là. Et finalement, il est parti jouer avec les États-Unis. Et les mecs s'est fait troller tout l'été par les Italiens. Et ce jour-là, il sort un super match en quart de finale de Coupe du Monde. Et tu te dis, le gars a 21 ans, il avait que 20 ans à l'époque. Tu te dis, il a un sacré caractère, tu vois. Et je pense que ça, c'est un truc qui est peut-être sous-estimé. C'est ça aussi dans le profilage, on va dire, de jeunes joueurs. C'est ce niveau-là de confiance en soi c'est être le joueur d'une franchise, c'est pas évident. Il faut être bien câblé aussi au niveau de la tête. Et pour moi,
c'est là où je suis le plus rassuré par rapport à Paolo Banchero et son avenir au Magic. C'est ça, c'est que c'est ce gars qui est quand même qui assume complètement ses responsabilités et on l'a vu en playoff d'ailleurs, hein, où pour des premiers playoffs, il sort une série qui est vraiment impressionnante pour un joueur de cet âge-là dans une équipe aussi faible. C'est vraiment un joueur qui malgré toutes ses faiblesses montre un potentiel. Enfin, c'est un peu bête de dire ça, bien sûr, mais pour moi, c'est pas juste un potentiel. Pour moi, c'est vraiment ce joueur-là qui va pas décevoir. En tout cas, à mon sens, c'est comme ça que je le perçois. Non, mais effectivement, le cas de Banchero est un peu, assez particulier pour le coup. Moi, je sais que j'étais un peu plus bas que la moyenne et je me faisais un peu taper dessus à l'époque. Mais parce que il y avait des comparaisons avec Carmelo Anthony. Et ce qui m'étonnait, c'est que pour moi, on pouvait pas avoir deux joueurs plus différents dans le sens où Banchero n'a pas du tout ce qui faisait la force de Carmelo. C'est-à-dire que pour son gabarit, Carmelo avait une vitesse d'appui phénoménale et un toucher de balle assez génial, quoi. Mm-hmm. Et Banchero, il a ni l'un ni l'autre, pour le coup. Et surtout, il a du passing de très très haut niveau. Ça, on n'a même pas encore parlé du très bon côté, c'est le passing. Là où Carmelo, évidemment pas, quoi. Mais je trouve que, en fait, ça a toujours été un mec qui a eu beaucoup de volume au scoring. Et donc, si tu creuses pas trop en termes d'efficacité, que tu restes au point par match ou au volume, et effectivement, tu vois de gros totaux, 2 points par match, et y compris à la fac où il était très très mal coaché par Coach K. Toi, en tant que coach, tu peux pas en dire du mal, mais moi, je peux dire que c'était très très mauvais là. La fin de Coach K. Pas de spacing, encore moins qu'actuellement. Mais non, mais alors ma stat du jour aussi, c'était un peu là-dessus. Moi, c'était 1,06. Ce sont ses points à partir, mais pas au général, mais sur drive, justement, sur du drive. Et pour dire, parmi les gros drivers, plus de 10 par match, c'est 46 sur 57. 46e sur 57, donc au niveau de tout à la fin, quoi, mine de rien. Au niveau de, tu vois, il est au-dessus seulement de mecs comme Terry Rozier, Kyle Kuzma, Fred VanVleet, Kate Cunningham. Bon, c'est pas très efficace. Je parle des points partis, hein, donc efficacité layup plus lancer franc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les lancers francs le sauvent beaucoup. Et c'est bien, hein, c'est bien d'aller chercher ces tirs-là. Mais si tu prends que l'efficacité en soi, par rapport à la discussion du toucher de balle que tu as entamé, c'est vrai que si tu enlèves les lancers francs sur des tirs en fin de drive et que tu prends juste l'efficacité, donc son field goal en fin de drive, 43%, c'est le 4e pire de NBA, là, carrément. Donc en effet, je pense qu'il y a un peu ce problème, et c'est aussi pour ça que j'étais pas fan, c'est parce que pour moi, pas fan, tout est relatif, hein, comme dit, mais en tout cas, je lui voyais moins de côté All-NBA First Team un peu évident, parce que ce toucher de balle, c'est un peu un truc qui va se répercuter un peu partout, sur cette précision, sur des drives, sur des jump shots aussi un peu. Mais voilà, c'est un joueur assez particulier qui, à mon avis, ne sera jamais une véritable force incroyable au scoring, en tout cas pas de suite. Ça peut venir, ça peut venir, mais pour l'instant, tu vois, le toucher de balle, l'explosivité aussi, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un joueur qui est très puissant, mais qui n'a pas ce côté très vif, très pop, explosif. Donc ça, dans la création de décalage, c'est pas non plus, il n'a pas cet outil-là, en tout cas. Ce qui fait que, comme tu as dit, niveau efficacité générale, tu prends les joueurs à gros volume, minimum 30% d'usage comme lui, il est 19e sur 19 parmi les très très gros volumes. Et si tu descends un peu le curseur à 25% d'usage pour prendre un peu tous les créateurs, on va dire 48 sur 53 en termes de classement d'efficacité, 48 sur 53. Derrière, il n'y a que Jordan Poole, absolument catastrophique, Jaden Ivey, Westbrook et Scoot Anderson, encore plus catastrophique. Mais bref, donc on est sur un scoreur qui est en progrès, mais la question que j'ai pour toi, c'est à quel point est-ce que toi, tu penses que si on rajoute un peu du spacing, on peut arriver à gratter petit à petit de la valeur, notamment sur ses drives? Je pense que déjà, ça va changer énormément de choses. Rien que KCP, rien que pour ça, je veux voir en fait. Parce qu'il a quand même un assist percentage de 25,4%, qui est, c'est très correct. Alors, le passeur Banchero, peut-être que je vais te surprendre, mais moi, il m'a déçu un peu. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus fort que ça. Je trouve qu'il a un court mapping qui est intéressant, mais pour moi, il est pas encore assez bon dans la manipulation de défense. Tu vois, j'ai l'impression que il a conscience, où ses partenaires sont, mais parfois il prend pas assez en compte les schémas de la défense adverse. Et moi, je l'ai vu perdre beaucoup de ballons sur ça, parce que quand tu regardes que les highlights, tu te dis waouh, le mec il est incroyable au niveau de la passe. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a énormément de matchs où il perd des ballons un peu bêtes sur ça, sans parler de son ball handling qui est, sa faculté à monter la balle, à dribbler, qui est
pas complètement optimal parce qu'il perd quand même énormément de ballons, hein, Banchero sur ces phases-là aujourd'hui. Donc pour moi, clairement, il y a un truc. Il y a un truc, il a un truc à la passe. C'est clair et net. Mais pour moi, enfin, j'ai vu d'autres comparaisons avec LeBron qui m'exaspèrent parce c'est incomparable en fait. Même le jeune LeBron n'a jamais, enfin, il est, enfin, le LeBron de 17 ans, de 16 ans, je pense qu'il est même meilleur que Banchero à l'âge où à 21 ans. Donc, bref. Non, mais effectivement, il y a un côté où il est très très bon court mapping et vision. Et court mapping, tu vois, moi, c'est pas juste le côté à l'instant T où sont les joueurs. Il y a aussi un aspect de. Pour moi, il arrive aussi à comprendre les mouvements et tu vois, il y a des passes à Duke j'étais hyper impressionné de je sais que le mec va faire telle rotation et donc mon joueur, mon coéquipier Mark Williams va glisser derrière et donc je vais glisser la passe. Donc tu vois, il y a une espèce de vision, mais pas que vision fixe à l'instant T, mais un peu un côté sur 2-3 secondes, quoi. Donc ça, j'aime beaucoup, mais comme tu dis, on n'est pas encore au niveau de je peux faire des lectures hyper avancées. C'est un peu le quarterback qui a la bonne vision, mais c'est pas le quarterback à la Tom Brady qui ok, il y a tel schéma en zone, du coup le défenseur va descendre, lui va remonter, et donc je fais cette passe alors que personne l'a vu. On n'est pas à ce niveau-là, on est d'accord, effectivement. Mais là où je suis moins vachement, je t'ai dit, optimiste pour lui, c'est qu'à plusieurs moments, enfin depuis l'année dernière, depuis son année rookie, je me dis mais en fait c'est un mec, peut-être que c'est un peu dur, mais qui sait pas jouer au basket, dans le sens où tu sens qu'il est brut sur plein de choses. Et son niveau pour un gars qui a pas beaucoup de basket, je le trouve phénoménal. Tu vois, pour moi en termes de fondamentaux, il y a plein de trucs, c'est sûr qu'il n'a pas vu, tu vois, dans sa formation. Et malgré tout ça, tu vois, il arrive à un niveau décent au scoring, même si en efficacité, c'est pas du tout ça, mais en volume, ça fait quand même, c'est 22 points, c'est 23 points de moyenne, c'est quand même vital pour le Magic. Tu vois, donc c'est pour ça que je me dis que lui, il peut progresser, il a une marge de progression, je pense, qui est encore phénoménale. Après, je te rejoins sur les craintes au niveau du tir, au niveau du toucher. C'est vrai que ça, par contre, il faudrait peut-être qu'il tombe sur le bon entraîneur individuel qui lui fasse changer des choses au niveau de son toucher. Mais je pense que le fait qu'il y ait plus de shooters, qu'il y aurait plus de shooters l'année prochaine, ça va forcément son niveau de passing, il va s'améliorer. Je pense que son niveau de scoring, il va s'améliorer. Forcément, il a que 21 ans. Donc moi, je vois quand même son plafond, en fait, j'ai du mal à voir son plafond. C'est ça le truc. Il peut s'arrêter très, très, très vite, tu vois. Peut-être que finalement, il est pas si haut que ça, son plafond, ou il peut être... Tu vois, pour moi, c'est vraiment le prototype du gars, sky is the limit. Vraiment, pour lui, je vois... À cet instant de sa carrière, je ne lui vois pas de plafond parce que je sais pas. Pour moi, c'est un gars qui sait pas encore jouer au basket. Tu vois, c'est un peu dur de dire ça. Mais... Oui. Non, mais tu le dis de manière optimiste, dans le sens où c'est pas que ça fait 10 ans ou 15 ans qu'il est sur les circuits et on sait qu'il peut pas. Il y a un aspect, il est un peu encore en train de découvrir. Et donc, c'est peut-être qu'il peut encore l'apprendre, mais qu'il n'a pas encore fait. C'est un peu ce côté, la vision optimiste de il peut l'apprendre, c'est juste qu'il n'a pas encore appris, peut-être. C'est ça. Mais comment ça peut se développer? Parce que en même temps, tu vois, je vais reparler du coup de ce que fait le Magic en attaque. C'est une attaque qui finalement dépend beaucoup de lui. Je trouve ça intéressant aussi de lui faire jouer beaucoup d'actions en pick and roll, beaucoup d'actions en isolation, pour justement qu'il se développe ça dans les réalités du terrain, parce que finalement la NBA, ce que tu peux faire en entraînement, ça matche pas ce que tu peux vivre justement, et avec des profils différents dans les autres équipes. Donc ça, je trouve que c'est intéressant que sur les premières années, tu fasses jouer beaucoup d'actions comme ça, que ce soit pour lui ou pour Franz Wagner, parce que justement, c'est aussi comme ça que tu prends de l'expérience et tu apprends à lire les défenses, tu apprends à justement ajuster tes moves. Aujourd'hui, je trouve pas qu'il ait des moves qui sont létaux. Il a son petit step back, son petit fade away qui peut être intéressant, mais il est pas, c'est pas le niveau de fadeaway qu'on peut voir de Kobe, même t'as parlé de Carmelo Anthony, tu vois. Je pense qu'il dans le style, le Magic, je pense qu'il aimerait bien que Banchero soit aussi fort sur ses ISO que Carmelo Anthony, parce que c'est finalement un mec qui touche beaucoup de ballons sur ses zones de jeu, pardon. Tu vois, c'est pas du post-up où lui va demander la balle au poste, mais il va souvent prendre la balle un peu plus loin et dribbler et se mettre au poste, sachant qu'en NBA, le post-up, comment tu catégorises le truc, c'est très précis. Oui, donc, c'est un peu flou, donc en fait, il joue pas mal de post-up.
finalement, et c'est juste qu'il manque de move aujourd'hui, je pense. À mon sens, il manque de move, donc ça passe par, je sais pas, peut-être le bon entraîneur, et je trouve que sur ça, le Magic n'a pas encore cet assistant coach élite qu'il faudrait, tu vois. Moi, je suis pour garder Jamal Mosley, mais il faudrait un gars vraiment qui une sorte de pointure au niveau du shooting, tu vois. Un Chip Engelen, ça aurait été parfait pour le Magic, mais bon, il est déjà pris malheureusement. C'est OKC qui a raflé la mise sur le gourou du coach Chip Engelen. Il était là avec Team USA, je sais pas si tu as fait attention là au JO, il était présent avec eux. Ouais, il était présent avec eux. Ah, mais c'est peut-être à cause de ça que Curry a mis des 3 points alors en finale. Ils sont à quasiment 50, plus de 40% sur le tournoi, je crois, 45% sur le tournoi à 3 points, c'est juste fou, hein. Mais bon, bref, toujours est-il que oui, pour Banchero, en fait, moi je pense que voilà, c'est un joueur de 21 ans. Je reste hyper optimiste. Voilà, pour moi, on ne connaît pas encore ses limites, sachant que lui, il s'est pris la période Covid en plein fouet, hein, de plein fouet, parce qu'il était hyper jeune, quoi. Et c'est à cet âge-là aussi que tu développes vachement tes skills qui peuvent te servir pour ton début de carrière. Et lui, il a pas vraiment eu ça, quoi, finalement. Ouais, tu vois, d'ailleurs, moi je l'avais scouté beaucoup à Duke, j'avais vu des dizaines de matchs, on en avait parlé avec Alan Guillou, à l'époque on a fait un podcast sur lui, et lui, lui il faisait beaucoup plus de scouting, hein. Moi je m'y étais mis un mois avant la draft, j'avais binge-watché Duke, mais lui il disait que, tu vois, lui il suivait les mecs depuis longtemps, et il disait que par rapport à ça, au Covid et tout ça, mais en fait tu regardes le Banchero de avant Duke, c'était un profil déjà physique assez différent, même qui était un peu plus fluide, un peu moins costaud, mais plus fluide et un peu plus vif. Je dirais pas jusqu'à explosif. Et effectivement, il m'avait montré des images et tout. Et ouais, tu reconnais pas le même joueur. Donc, je pense qu'il y a aussi comment est-ce qu'on va le développer peut être aussi un point clé pour moi. Parce que tu vois, pour moi, 43% sur les longs 2, c'est bien. C'est juste que c'est un tir qui, si c'est ton régime principal de tir, c'est pas rentable. Ça, on est d'accord. Mais j'ai toujours eu un peu cette frustration mais arrête de te prendre pour Carmelo, alors que en fait, t'es tellement grand, t'as une mobilité, tu peux aller au panier. Et je pense qu'il y a un truc à jouer là-dessus en termes de développement. J'aimerais bien qu'il se développe plutôt comme un driver, un peu plus avec, comme tu dis, sans doute un peu de savoir-faire en fait, de technique et de savoir-faire, de comment jouer, comment le timing, etc. Pour se développer en termes de drive, sachant que le spacing va peut-être finir par arriver. Et puis l'autre aspect sur lequel je suis un peu déçu pour l'instant, c'est est-ce qu'on l'utilise de manière assez variée finalement, Banchero ? Parce que je comprends ce côté isolation, pick and roll, porteur de balle, et effectivement c'est un porteur de balle. Donc ça c'est bien que contrairement à Duke, il soit utilisé comme ça. Coucou Coach K. Mais non, mais moi j'aimerais bien le voir un peu plus aussi, tu sais, en poseur d'écran, par exemple, ou alors sur des post-up, mais un peu différents, un peu animés, comme tu disais, mais ne serait-ce que le côté, tu sais, poseur d'écran, et ensuite je peux rouler au panier, parce que le côté puissance et vitesse, un gabarit assez intéressant. Et ça, je me demande aussi à quel point est-ce que c'est pas parce que l'équipe est en début de cycle, donc tactiquement, on l'a peut-être pas encore exploré, et puis aussi, il y a peut-être pas forcément encore dans l'effectif un top porteur de balle, créateur-passeur, pour lui permettre de faire ça, en fait. Et peut-être que quand on l'aura, ça va débloquer tout cet aspect qui sont des points plus rentables, plus faciles, qui pourraient très basiquement faire augmenter son efficacité parce que tu l'envoies en tant que rollman sur pick and roll 3-4 fois par match, quoi. Bah ouais, non, mais là, je te rejoins complètement. D'ailleurs, là, j'ai sorti une vidéo justement sur Paolo Banchero où dans les. Je peux me permettre de te couper, hein. Je dis à tout le monde d'aller la voir. Elle est excellente cette vidéo sur la chaîne de Frédéric. Allez la voir, elle est vraiment très bien. Merci beaucoup. Mais du coup, je parlais justement de cette volonté que j'avais de voir Paolo Banchero plus en poseur d'écran plutôt que porteur de balle. Mais comme tu as dit, il manque ce gars-là. Il manque ce porteur de balle qui va justement générer des prises à deux, qui vont permettre à un short roll et justement développer tout le passing de Banchero ou juste le roll classique qui va lui permettre de finir ses actions. Ce porteur de balle, il n'existe pas et c'est pas finalement une surprise que l'efficacité de Paolo Banchero était beaucoup plus positive quand il y avait Joe Ingles avec lui sur le terrain. Et justement, il jouait ces actions-là. Et moi, les actions que je préfère, c'est les pick and roll avec Franz Wagner. Quand Franz a la balle et lui est le poseur d'écran, mais ça arrive très rarement. Je pense que voilà, si on le voit pas souvent, c'est vraiment cette volonté, je pense,
prioritaire pour le Magic de le développer en tant que porteur de balle. Justement, il est jeune pour le faire grandir plus vite sur ces aspects-là, et je pense qu'il va s'améliorer au fur et à mesure que les options soient. Enfin, plus on aura d'options, plus le Magic aura d'options en attaque en tant que porteur de balle, plus là on verra Paolo Banchero, je pense, en poseur d'écran. Sachant que moi, sur la première année, je trouvais que c'était un très mauvais poseur d'écran. Ouais, oui. D'un point de vue technique, c'était pas bon du tout, que ce soit sur l'endroit, les angles de pose d'écran, les angles d'écran, les moments, tu vois, le timing, c'est important aussi de savoir quand rouler, quand splitter l'écran, tu vois, sur ça, je le trouvais vraiment mauvais. Bah là aussi, c'est un savoir-faire en fait. Hein. Tu l'inventes pas. Voilà, c'est ça. Et le fait de jouer poste 5 avec les États-Unis l'année dernière à la Coupe du Monde, j'ai trouvé que du coup, il s'était amélioré parce qu'il avait joué pas mal d'actions justement en tant que poseur d'écran, et je trouvais qu'il avait été bon. Et ça s'est vu aussi sur le début de saison, mais bon, il a peu joué ce type d'action. Donc sur ça, voilà, j'ai moins de crainte. Parce que ça va venir au fur et à mesure, et c'est plus facile entre guillemets à développer que justement ton jeu en tant que porteur de balle sur les pick and roll. Quand vous récupérez Donovan Mitchell l'an prochain ou un truc comme ça, ça ira mieux. Alors, petite parenthèse pour finir au niveau de... vu qu'on est les stats de la saison, un peu fun fact, mais par rapport à l'impact de Banchero, tu sais, il y a les on-off qui existent. Donc le on-off, c'est avec et sans toi. En l'occurrence, il a un on-off de moins 9 points par 100 possessions avec lui et sans lui. Donc quand il est sur le terrain, l'équipe est moins bonne à hauteur de 9 points par 100 possessions. C'est un score, c'est le pire score de NBA parmi les gros volumes, etc. Bon, après, les on-off, faut toujours faire attention parce qu'il y a la notion de qui est ton backup. Et c'est pour ça que je voulais un peu citer ça, parce que c'est en termes de fun fact aussi, mais qui sont les backups de Banchero? On voit que en effet miroir, il n'est pas à moins 9, il est à plus 9, c'est Jonathan Isaac, plus 9 de on-off, mais parce que, en fait, quand il est sur le terrain, la défense est à ce point encore plus terrifiante. Et l'autre côté, Joe Ingles aussi, qui a un on-off de plus 7, lui aussi, qui est un score d'élite, là où Banchero moins 9, c'est un score catastrophique. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ça, c'est de net rating un peu général, enfin, en tout cas, on-off général de attaque et défense, mais si tu sais pas encore un peu plus attaque et défense, le on-off défensif de Isaac est à plus 8, le on-off offensif de Joe Ingles est à plus 8 aussi. Enfin bref, c'est un peu marrant, mais au-delà de ce côté fun fact, je pense qu'il faut aussi préciser que voilà, ces stats de on-off, faut y faire assez attention. Ça veut pas dire que Banchero a le pire impact de toute la NBA, ça dépend aussi de qui est ton backup, ça dépend de plein de choses finalement, mais tout de même, c'est vrai que sans aller jusqu'à dire qu'il n'a pas d'impact ou pas de valeur, je pense que de facto, il y a un peu ce truc où pour l'instant, l'efficacité le retient un peu vers le bas, et qu'on n'a pas encore, je trouve qu'on n'a pas encore le rayonnement qu'ont d'autres superstars. Il a tout de même de la valeur, et l'efficacité ne fait pas tout dans un profil, ça on est évidemment d'accord. Notamment, il y a le passing, il y a la défense qui est pas si catastrophique que ça, etc., etc. Et voilà, t'as le volume, ne serait-ce que le volume a aussi un certain aspect. Tu parlais de ça, le savoir prendre ses responsabilités, prendre les tirs, etc. Donc, bref, le on-off, c'était un peu pour le côté fun fact, parce que des chiffres comme ça, j'en ai jamais vu, avec des backups, un backup hyper offensif, un backup hyper défensif, et le pauvre titulaire. Mais je pense que la question se pose encore pour l'instant où, tu vois, moi je pense pas qu'en termes d'impact, je le mettrais déjà au niveau d'autres stars en fait, de son calibre en fait. Bien sûr, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'il n'est pas à ce niveau-là. Ouais. Il n'est pas à ce niveau-là du tout, mais je trouve que justement les critiques, elles sont un peu dures. Parce que justement, enfin, je pense pas que ce soit, enfin, c'est pas ce qu'on revendique en tant que fan du Magic que Banchero c'est déjà une superstar. Je sais que certains le font peut-être, mais c'est pas, enfin, je trouve que justement cette stat de on-off, ça faisait partie d'une des stats que je voulais sortir aussi. C'est bon, j'en parlerai tout à l'heure, mais oui, ça veut pas dire que Banchero est catastrophique à ce point-là, et c'est juste que ça reste un joueur de 21 ans. Ça reste un joueur qui est en plein développement. Et puis de toute façon, j'en parlerai un peu plus justement sur mon autre stat, parce que ça c'est en train de partir un peu dans tous les sens. Hein. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.